Mon épouse est allée à une soirée que je désapprouvais, alors je l'ai ignoré, mais ce qui s'est passé le lendemain matin a tout changé. Il y avait une voiture dans notre allée que je ne reconnaissais pas. C'est ainsi que tout a commencé. Pas une dispute, pas une confession, juste une berline argentée poussiéreuse garée là où Claire garait habituellement sa petite citadine bleue. Le moteur encore chaud, les phares éteints, personne à l'intérieur. Il était 6h18 du matin. Je n'avais pas dormi. J'étais resté assis sur le canapé toute la nuit, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, mon pouce bougeant, mais mon esprit à des kilomètres de là. Elle n'avait pas envoyé de message depuis 21h42 la veille au soir. Je sors maintenant, avec un emoji de femme qui danse, et c'est tout. Plus rien depuis. Pas de « je suis bien arrivé », pas de « je t'aime ». Juste le silence. Je me suis dit d'arrêter d'être dramatique. Mais quand les heures ont défilé et que je fixais la porte d'entrée comme un chien attendant son maître, quelque chose s'est brisé en moi. Et puis la voiture est apparue. Elle est entrée lentement comme si elle savait qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle est restée là un instant, le moteur ronronnant. Je me suis tenu derrière le rideau et j'ai regardé. Puis la porte passager s'est ouverte et Claire en est sortie. Elle avait l'air différente. Pas seulement les choses évidentes, le maquillage étalé, les cheveux qui étaient soignés la nuit dernière, maintenant bouclés et chaotiques. C'était son visage, son expression, la façon dont elle a marqué une pause avant de venir à la porte comme si elle se préparait à quelque chose. Elle est entrée et s'est figée en me voyant. « Tu es levé tôt », dit-elle. Je n'ai pas répondu. Elle est passée devant moi, directement à la cuisine comme si c'était un mardi ordinaire. Elle a ouvert le réfrigérateur, s'est versé un verre de jus d'orange, sans me regarder une seule fois. J'ai attendu. Puis j'ai posé la question qui m'avait étouffé toute la nuit. Qui est Édouard ? Elle a arrêté de verser et tout a changé. Claire ne s'est pas retournée tout de suite. Le bruit de la porte du réfrigérateur continuait de ronronner derrière elle. Sa main figée en plein versement. Le jus d'orange remplissant le verre un peu trop haut comme si elle ne remarquait pas qu'il était sur le point de déborder. « Qui est Édouard ?» ai-je demandé à nouveau, plus lentement cette fois. Elle a posé le verre trop rapidement et s'est tournée vers moi avec cette confusion forcée sur son visage, comme si je venais de lui demander si elle croyait aux extraterrestres. Quoi ? J'ai marché jusqu'à l'îlot de cuisine et j'ai fait glisser mon téléphone sur le comptoir vers elle. J'avais fait une capture d'écran de la notification de son téléphone avant qu'elle ne la fasse disparaître. Il m'a fallu moins d'une seconde pour la saisir quand elle s'est allumée. Juste un réflexe. Son visage. Quand elle a réalisé que je l'avais vu, c'est là que le masque s'est fissuré. Le message était toujours là sur l'écran. La nuit dernière était folle. Tu es sûr qu'il ne s'est douté de rien ? Édouard. Claire a fixé le téléphone comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Puis elle a esquissé un demi-rire, le genre que les gens utilisent quand ils essaient de faire comme si ce n'était pas grave, mais ils savent très bien que ça l'est. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle. La phrase classique, celle que tout le monde dit juste avant que tout ne soit exactement ce que l'on pense. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, les mains dans les poches, le cœur battant de ce battement creux et régulier qui me donnait l'impression d'avoir la tête dans un aquarium. L'air entre nous est devenu lourd. Le genre de silence qui vous démange la peau. J'étais ivre, a-t-elle finalement dit. Nous l'étions tous. C'est devenu stupide. Édouard n'est qu'un collègue. Il exagère tout. Tu sais comment sont les gens. Tu n'es pas rentré. Je ne pensais pas avoir besoin de permission. Tu as laissé une adresse que je n'ai pas vue depuis notre 5e anniversaire. Tu as désactivé ta localisation et tu as été déposé dans la voiture de quelqu'un d'autre, une voiture que je ne reconnais même pas. Elle s'est mordu la lèvre et a détourné le regard, et c'est là que j'ai remarqué sa main, encore légèrement tremblante d'avoir tenu le verre. Elle n'était pas aussi calme qu'elle voulait me le faire croire. Et puis, comme si elle avait pris une décision interne, elle s'est penchée en avant et a dit quelque chose qui m'a tordu l'estomac. Si je te disais la vérité, tu me quitterais. Elle l'a dit doucement, non pas avec peur, non pas avec culpabilité, juste fatiguée. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je ne voulais pas connaître la vérité. Parce que si c'était ce que je soupçonnais, alors je devrais arrêter de faire semblant que ce mariage était encore quelque chose qu'il n'était clairement pas.
Mais je ne pouvais pas non plus laisser tomber. Alors j'ai insisté. Que s'est-il passé à cette soirée, Claire? Elle n'a pas répondu. Elle a pris le verre de jus d'orange à deux mains comme si cela la calmait et a pris une lente gorgée. Puis elle est passée devant moi, non pas vers la chambre, mais directement vers la véranda arrière, pieds nus, comme si elle avait besoin de respirer avant de dire quelque chose d'irréversible. Je l'ai suivie. La lumière du matin perçait à peine à travers les nuages. Le ciel semblait contusionné, et tout était immobile, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Claire se tenait au bord de la véranda, le dos tourné vers moi. « Veux-tu vraiment savoir ?» a-t-elle demandé. « Tout ?» Et avant que je puisse répondre, elle a dit quelque chose qui a tout changé. « Il y a quelque chose que je dois te dire à propos d'Édouard, et cela n'a pas commencé hier soir. » Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Peut-être que je ne voulais pas l'entendre. Peut-être qu'une partie de moi, enfouie sous toute cette suspicion et ce silence, espérait encore que ce n'était rien, qu'elle rirait et dirait qu'Édouard était gai ou marié ou imaginaire. Mais elle n'a pas ri. Claire se tenait les bras croisés, regardant la cour comme si elle répétait une oraison funèbre. Le vent tirait doucement sur ses cheveux. C'était un matin tranquille, du genre qui sent habituellement le café et le pain grillé et les routines que nous ne questionnons pas. Mais tout semblait étrange maintenant, penché comme si j'étais à l'intérieur d'une version de notre vie qui s'était fissurée quelque part sans que je le remarque. « J'ai rencontré Édouard avant de t'en parler, » dit-elle finalement, sans se retourner. Des mois avant, lors d'une conférence de design à Lyon. Il n'était même pas encore dans mon entreprise. Nous étions tous les deux là, seuls. Elle a fait une pause. Mon estomac s'est serré. Je voulais l'interrompre, mais je ne trouvais pas les mots, alors je l'ai juste laissé parler. Nous avons pris un verre au bar de l'hôtel après le deuxième jour. C'était une de ces conversations inattendues, comme un éclair dans une bouteille. Il me faisait me sentir électrique, comme si j'étais à nouveau quelqu'un d'intéressant, pas seulement la femme du gars qui classe les épices par ordre alphabétique. Cette phrase m'a fait plus mal que je ne l'avais imaginé. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, a vu mon visage, et a de nouveau détourné le regard. Je n'ai pas couché avec lui. Pas à ce moment-là, mais j'y ai pensé et ça m'a fait plus peur que tout. J'ai fait un pas en avant. Alors, tu as continué à lui parler. Elle a hoché la tête. Au début, juste des SMS, liés au travail, en quelque sorte. Puis ça s'est transformé en blagues et en playlists et en photos de choses que nous voyons pendant la journée, des blagues d'initiés qui se sont transformées en appels. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il a travaillé à mon bureau, transféré. Ou peut-être qu'il a postulé parce que j'étais là. Honnêtement, je ne sais plus. Mais quand je l'ai vu entrer dans le bâtiment ce premier jour, je ne t'ai rien dit parce que je savais à quoi ça ressemblait. Tu veux dire ce que c'était, dis-je, ma voix plus acerbe que je ne l'avais voulu. Elle s'est tournée pour me faire face maintenant. Rien de physique ne s'est passé avant hier soir. C'est la vérité. J'ai secoué lentement la tête, essayant de comprendre la chronologie. Alors, tu as eu une liaison émotionnelle pendant combien de temps? 7 mois, dit-elle. Aucune hésitation. Mais je jure que je n'ai pas franchi la ligne avant que. J'ai levé la main. Ne finis pas cette phrase. Si tu es sur le point de me dire que tu ne voulais pas que ça arrive, je jure que. Je n'ai pas dit ça, a-t-elle claqué, la voix soudainement rauque. Je voulais que ça arrive hier soir. Oui. Je me suis saoulé exprès. Je voulais une excuse. J'étais en colère contre toi, contre moi, contre toute cette coquille que nous faisions semblant d'être un mariage. Et pour une fois, j'ai juste lâché prise. C'était ça. Pas d'esquive, pas d'enjolivement, juste la vérité. Mise à nu par un froid dimanche matin dans notre jardin. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas de la rage, pas même un chagrin. C'était une déception si dense qu'elle semblait me couper le souffle. Tu voulais que je le découvre, dis-je doucement. C'est pour ça que tu as laissé ton téléphone déverrouillé. C'est pour ça que tu m'as laissé voir le message. Claire ne l'a pas nié. Elle m'a juste regardé, les yeux creux, comme si elle avait déjà fait son deuil de cela. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge, dit-elle. Mais je ne pouvais pas partir sans te briser. Alors oui, peut-être que je voulais que ce soit toi qui parte le premier. Et j'aurais pu le faire à ce moment-là.
J'aurais pu monter, faire ma valise et laisser les clés sur le comptoir. Mais avant que je puisse bouger, elle a dit autre chose. Mais il y a encore une chose que tu ne sais pas. Et si tu veux toujours partir après que je t'aurai dit, je ne t'arrêterai pas. Mon cœur a bondi. Quoi, ai-je demandé. Claire a pris une profonde inspiration, se calmant. Édouard n'était pas le premier. Pendant un instant, je l'ai juste fixé. Je n'entendais même plus les oiseaux. Le monde était devenu si immobile, si violemment silencieux. J'avais l'impression que l'air retenait son souffle avec moi. Édouard n'était pas le premier. Cette phrase résonnait dans ma tête comme un couloir sans fin. Je ne lui ai pas demandé de répéter. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'elle voulait dire exactement ce qu'elle disait. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas sur Claire. Pas seulement les secrets habituels que les gens gardent dans les relations, pas des choses inoffensives comme d'anciennes aventures ou des anniversaires oubliés. Je parle du genre de secret qui change à jamais la façon dont vous voyez quelqu'un. Elle s'est assise lentement sur le banc de la véranda comme si le poids de la vérité la rattrapait enfin. Je suis resté là, figé, les bras croisés si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. J'avais 26 ans, commença-t-elle, les yeux fixés sur la cour. Nous venions d'emménager dans l'appartement de la rue de l'Alouette. Tu travaillais tard tout le temps. Cette start-up te dévorait. Tu te souviens? Oui, je m'en souvenais. Je rentrais souvent à 22 heures, épuisé, couvert de sauce de plat à emporter, à peine capable de garder les yeux ouverts. Je lui disais que je le faisais pour notre avenir, pour la maison, pour la vie que nous voulions. Il y avait ce gars de l'immeuble d'à côté, continua-t-elle. Marcel, il était en fac de médecine. Je le croisais souvent dans l'escalier. Cela a commencé par de petites discussions, rien de plus. Puis un jour, je me suis enfermé dehors et il m'a laissé attendre chez lui jusqu'à ce que tu rentres. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas respiré. Ça n'est arrivé qu'une fois, dit-elle. Mais ça s'est produit. Je me suis dit que c'était une erreur, que ça n'arriverait plus jamais, et ça n'est pas arrivé. Je l'ai enterré. Je t'ai épousé. Et chaque année qui passait, il devenait plus difficile de l'admettre parce que plus je restais silencieuse, plus j'avais l'impression que le déterrer détruirait tout. Elle m'a finalement regardé. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant presque une décennie, Théo. Et quand j'ai rencontré Édouard, tout est revenu. Les mêmes sentiments, les mêmes rationalisations. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment géré ce que j'avais fait. Je l'avais juste recouvert d'une couche de peinture. Et je suis tellement fatigué de faire semblant que nous allons bien. Je voulais crier. Non pas à cause de Marcel, non pas à cause d'Édouard, mais parce qu'elle était assise en face de moi, parlant de notre mariage comme si c'était une maison dans laquelle elle n'avait jamais vraiment emménagé. Comme si j'avais passé toutes ces années à polir un sol sur lequel elle n'avait jamais eu l'intention de marcher. Alors, qu'étais-je pour toi, Claire, ai-je finalement demandé. Un plan de secours? Un homme bon avec qui tu pouvais te sentir en sécurité tout en courant après les orages derrière mon dos. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a pas pleuré. Non, dit-elle. Tu étais le calme dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mais je pense que je t'en ai voulu pour cela parce que le calme peut ressembler au silence. Et le silence commence à ressembler à l'oubli. C'était ça. Elle ne confessait pas seulement l'infidélité. Elle me disait qu'elle s'était sentie seule dans notre mariage. Que pendant que je travaillais à construire quelque chose de solide, elle était à l'intérieur, se sentant incapable de respirer. C'est drôle. Je pensais qu'être trompé me ferait ressentir de la rage, que je casserais quelque chose, frapperais un mur, crierais jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais non. Je me sentais juste vide, comme si j'avais été vidé cuillère par cuillère au fil des ans sans jamais le remarquer. Je me suis assis en face d'elle, ma voix tremblante. Alors, quoi maintenant? Tu m'as tout dit. Es-tu libre maintenant? Te sens-tu mieux? Elle n'a pas répondu. Elle a juste fouillé dans sa poche et a sorti une enveloppe pliée. Mon nom était écrit dessus. Pas Théo. T, comme elle m'appelait quand nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai écrit ça avant d'aller à la soirée, dit-elle doucement. Je ne savais pas si je te le donnerais, mais après hier soir, je pense que tu devrais le lire. Je l'ai pris sans un mot.
Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Claire n'essayait pas de réparer notre mariage. Elle se préparait à le quitter. Je n'ai pas ouvert la lettre tout de suite. Quelque chose dans son poids, petit, simple, plié soigneusement en 3, a fait que mes mains ne me semblaient plus miennes. Claire était assise en face de moi sur la véranda, les coudes sur les genoux, fixant les planches sous ses pieds comme si elle ne pouvait pas me regarder. Je voulais lui demander ce qu'elle disait. Je voulais la lui jeter en retour et exiger qu'elle le dise à voix haute. Mais une partie de moi ne voulait pas l'entendre de ses lèvres, pas après tout le reste. Alors, je l'ai ouverte. Le papier était légèrement froissé comme s'il avait été manipulé plusieurs fois. Ce n'était pas long, juste une page. Son écriture était nette, calme, sans hâte, sans panique. C'est ce qui m'a presque le plus dérangé. J'écris ceci avant la soirée au cas où je ne reviendrai pas de la même manière que je suis parti. Je sais que ce que je m'apprête à faire est mal. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas confuse. J'ai juste fini de faire semblant. Tu mérites plus que ce que je suis devenu dans ce mariage. Le silence, la distance, le ressentiment que j'ai laissé grandir comme de la moisissure dans les coins de notre vie. Je n'ai pas arrosé ce jardin et maintenant je te blâme pour les mauvaises herbes. Ce n'est pas juste. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute, pas même à moi-même. J'ai cessé de t'aimer il y a 3 ans. J'ai essayé de revenir. Mon Dieu, j'ai essayé. Chaque fois que tu me regardais avec ces yeux fatigués et pleins d'espoir, je voulais tendre la main et attraper la version de nous que nous étions. Mais elle n'a cessé de me glisser entre les doigts. Je ne te déteste pas. Je ne pars pas à cause d'Édouard ou de qui que ce soit d'autre. Je pars parce que j'ai oublié qui j'étais. Et avec toi, je n'arrive pas à me souvenir. Je suis désolé. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté assis là après l'avoir lu. Le temps est devenu flou. Claire n'a rien dit. Elle a juste attendu. Pas le pardon, pas une dispute, mais le silence. Et je le lui ai donné. Ce n'était pas juste une lettre. C'était un adieu enveloppé de papier. J'ai relu la lettre 3 fois. Non pas parce que je ne la comprenais pas. Je la comprenais trop bien. Chaque mot tombait avec une précision chirurgicale. Comme si Claire l'avait écrite, non seulement pour s'expliquer, mais pour couper net et partir sans avoir de sang sur les mains. Je continuais à fixer cette ligne. J'ai cessé de t'aimer il y a 3 ans. Elle tournait dans ma tête comme une bille dans un bocal en verre, frappant les mêmes bords encore et encore. Elle n'a pas essayé de me réconforter après. Pas de main sur mon épaule, pas d'excuse au-delà de ce qui était déjà sur le papier. Elle est juste restée assise sur le banc de la véranda, regardant le ciel s'éclaircir comme si elle était déjà ailleurs. C'était comme parler à un fantôme qui n'avait pas encore réalisé qu'il était mort. Je suis entré lentement, comme si je marchais dans la maison de quelqu'un d'autre. Les photos sur les murs, des selfies souriant à la plage, des fêtes du Nouvel An flou, des brunchs avec des gens à qui nous avions cessé de parler, tout semblait faux maintenant. Ou peut-être que je les voyais enfin clairement. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai même pas ressenti de chagrin, juste cette torpeur qui faisait tout résonner. Dans notre chambre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sa boîte à bijoux avait disparu. Pas toutes. Pas les boucles d'oreilles au hasard ou les colliers emmêlés qu'elle ne portait jamais, mais le tiroir supérieur, celui qui contenait ses affaires quotidiennes, était vide. Elle avait déjà commencé à faire ses bagages. J'ai ouvert son placard. Un tiers de ses vêtements manquait. Son sac de voyage vert aussi. Celui qu'elle n'utilisait que pour de courts voyages. Celui qu'elle avait emporté à la fête de Jeanne. Elle n'y était pas allée pour voir ce que ça faisait de tromper. Elle y était allée pour concrétiser la rupture. Mais il y avait autre chose. De l'autre côté du couloir se trouvait la chambre d'amis. Nous l'utilisions à peine. Nous l'appelions là, pièce à rien, où les vieilles boîtes et les livres inutilisés allaient mourir. Mais dernièrement, elle l'avait gardée fermée. Elle prétendait qu'elle triait de vieilles donations. Je n'ai jamais insisté. Pourquoi l'aurais-je fait? Sauf que la clé était maintenant posée sur la table du couloir, juste là, en attente. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Peut-être parce que tout ce qu'elle cachait avait enfin été mis en lumière. Peut-être parce qu'une partie de moi espérait encore qu'il y avait quelque chose là-dedans.
Quelque chose qui pourrait expliquer tout cela. Ou peut-être le contredire. La serrure s'est ouverte plus facilement que prévu. Et quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. La pièce était différente. Pas de boîte, pas de désordre, pas de pile de donations. Elle avait été transformée en quelque chose de complètement différent. Il y avait un petit fauteuil dans le coin, une pile de couvertures soigneusement pliées, des bougies sur le rebord de la fenêtre et un journal sur la table de chevet. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était rien de tout cela. C'étaient les photos. Des dizaines d'entre elles accrochées à des ficelles le long des murs comme une sorte de projet artistique personnel. Toutes de moi. Certaines prises sur le vif. Moi buvant du café, travaillant dans le garage, regardant par la fenêtre. Certaines plus anciennes, moi endormi sur le canapé, riant à un barbecue. Toutes prises sous des angles que je n'avais jamais vus auparavant, comme si j'étais observé. Chacune avait une date écrite au dos, la plupart des 2 dernières années. Certaines plus anciennes, certaines récentes. Une photo au centre se distinguait. Elle était différente des autres. J'étais debout près de l'évier en train de faire la vaisselle, le dos tourné à l'appareil. L'horodatage au dos datait de la semaine dernière. Elle avait été prise la nuit. J'ai soudain réalisé quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Je n'avais pas vu Claire cette nuit-là. Je pensais qu'elle dormait. Je suis resté au milieu de la chambre d'amis pendant ce qui m'a semblé 1 heure, bien que ce fût probablement quelques minutes. Tout dans cet espace était trop intentionnel, trop organisé, comme si Claire avait construit un petit musée de moi. Cela ne semblait pas sentimental. Cela semblait obsessionnel. Et pourtant, elle ne l'avait jamais mentionné. Pas une seule fois. Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, celui avec les couvertures pliées, et j'ai pris le journal posé sur la table de chevet. Il était noir, en cuir souple, sans titre, sans décoration, juste une de ces choses discrètes que les gens croisent sans remarquer. Mais au moment où je l'ai ouvert, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un journal intime. Chaque page était remplie de notes sur moi. Pas des lettres d'amour, pas des souvenirs, mais des entrées détaillées. Où j'allais, ce que je portais, ce que je mangeais, l'heure à laquelle je partais travailler, les choses que je disais en passant, même la façon dont je toussais le matin quand je tombais malade. Au début, j'ai pensé que cela faisait partie d'une sorte de pratique de pleine conscience personnelle. Peut-être essayait-elle de se reconnecter en étant attentive. Les thérapeutes de couple recommandent ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais ensuite, j'ai tourné à une page datée d'il y a 6 semaines. Il a encore menti aujourd'hui. Il a dit qu'il était fatigué du travail, mais j'ai vu la façon dont il a regardé son téléphone au dîner. Ce scintillement de culpabilité. Je ne sais pas à qui il envoie des messages, mais ce n'est pas moi. Il pense que je ne remarque pas à quel point il est devenu silencieux. Mais si. Je me suis figé parce que je n'envoyais de messages à personne. Il n'y avait personne. Pas d'amis secrets, pas de collègues. J'avais été épuisé, oui, mais seulement à force d'essayer de nous maintenir ensemble. Si quelque chose, c'était moi qui la soupçonnais. Et là, elle montait un dossier contre moi dans un carnet comme si c'était moi qui m'éloignais. D'autres pages de ce genre ont suivi. Accusations, suppositions, schémas. Elle suivait les jours où je rentrais à la maison avec 5 minutes de retard. Un reçu que j'avais laissé dans ma poche d'un restaurant de sandwich qu'elle ne reconnaissait pas. Un ancien message vocal de ma sœur qu'elle trouvait trop décontracté. Elle se fabriquait des histoires dans sa tête et les écrivait comme si c'était des faits, comme si elle construisait le profil d'un homme que je ne reconnaissais même pas, un homme que je n'avais jamais été. Et puis, tout au fond du journal, j'ai trouvé quelque chose de pire. Une liste. Numérotée, simplement intitulée « Preuve ». La distance a augmenté après décembre, téléphone laissé face cachée 3x la semaine dernière, même colonne tous les jours maintenant, pourquoi Harry seul a un message le 17 novembre, n'a pas dit « je t'aime » lundi, a manqué le contact visuel au moins 2 jours complets. Message d'Amélie supprimé, est resté tard au travail sans appeler, cadeau chemise bleue non portée depuis octobre, plus de tradition de petit déjeuner le week-end. J'ai eu la nausée. Rien de tout cela n'était vrai de la manière dont elle le pensait. La Cologne, la même que je portais depuis des années. Amélie était une cliente d'un ancien projet. L'histoire du petit déjeuner, j'avais arrêté de cuisiner parce qu'elle avait arrêté de manger.
Claire avait construit un récit où j'étais le méchant, brique par brique, alors qu'elle était celle qui s'échappait tard la nuit, couchait avec Édouard, cachait des lettres, verrouillait des portes. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas simplement partir? Je me suis levé et je me suis retourné vers le mur de photos. Une en particulier a attiré mon attention maintenant. Non pas à cause de ce qu'elle contenait, mais de ce qui n'y était pas. C'était une photo de moi debout sur la terrasse arrière sous la pluie, tenant un parapluie. Je me souvenais de ce jour. Ce qui m'a frappé maintenant, c'était l'angle. Elle n'avait pas été prise de la maison. Elle n'avait pas été prise de l'intérieur. Elle avait été prise depuis la lisière des arbres derrière notre jardin, au-delà de la clôture, plus loin que je ne pensais qu'elle aurait pu aller avec son téléphone. Un lent frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Était-elle dehors à m'observer depuis les bois? Je me suis retourné et j'ai remarqué quelque chose. Je ne l'avais pas fait avant. Une boîte à chaussures glissée sous la table de chevet, à moitié cachée sous la chaise. À l'intérieur, d'autres photos, plus anciennes, mais pas de moi, d'un autre homme. Et au dos de l'une d'elles, griffonné de l'écriture de Claire, se trouvait un nom que je n'avais jamais vu de ma vie, Jules. J'ai fixé le nom écrit au dos de la photographie, Jules. Et pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Ce n'était pas le même sentiment de malaise que j'avais eu quand Claire avait mentionné Édouard ou quand j'avais trouvé la lettre. C'était autre chose. C'était le sentiment de découvrir un puzzle dont on ignorait même l'existence et de réaliser que les pièces avaient été dispersées tout au long de votre vie. Au cours de l'heure suivante, je suis resté assis là, sur le sol de la chambre d'amis, à parcourir les photos, les notes, les vieilles cartes postales glissées dans la boîte. Et tandis que je le faisais, la vérité a commencé à prendre forme. Une que Claire ne m'avait pas dite. Peut-être parce qu'elle ne pensait pas que je la trouverais un jour. Jules avait été son fiancé. Il était décédé dans un accident de randonnée en Bretagne 5 mois avant qu'elle ne déménage dans la ville où nous nous sommes finalement rencontrés. Il y avait des lettres, non envoyées, inachevées, brutes. Il y avait des dossiers d'hôpital et une fleur séchée scotchée dans un carnet. Elle n'avait jamais rien mentionné de tout cela, pas une seule fois. Mais maintenant, je pouvais voir à quel point cette perte s'était gravée en elle. Peut-être n'est-elle jamais partie. Et soudain, tant de choses prenaient un sens. Sa peur du calme, son évitement du silence, la façon dont elle pleurait parfois à la fin de films qui n'étaient même pas tristes. Elle ne fuyait pas seulement moi. Elle fuyait le chagrin. Le souvenir d'une vie qui s'était terminée trop tôt et la culpabilité d'être toujours là. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais quelque chose de plus proche du pardon. Elle est rentrée ce soir-là, après avoir été absente la majeure partie de la journée, s'attendant au silence, peut-être à une autre dispute. Mais je l'attendais dans la cuisine, non pas avec des accusations, non pas avec des questions, mais avec la boîte à chaussures. J'ai trouvé une pièce, dis-je. Claire s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, figée. J'ai tout lu, ai-je ajouté. Et je pense que je comprends enfin. Elle n'a pas pleuré, pas tout de suite, mais quelque chose dans sa posture s'est brisé comme quelqu'un qui avait retenu son souffle pendant des années et était enfin autorisé à expirer. Je ne savais pas comment te le dire, murmura-t-elle. J'avais peur que tu me vois différemment, comme si j'étais brisé. Tu n'es pas brisé, dis-je. Tu es juste inachevé. Et peut-être que je le suis aussi. Nous n'avons pas tout réparé cette nuit-là. Ce n'était pas une réunion magique avec des violons en arrière-plan, mais nous avons parlé pendant des heures. Pas seulement de Jules ou d'Édouard ou de Marcel, mais de nous. Le bien, le mal, et l'espace tranquille entre les deux où la plupart des mariages vivent réellement. Dans les jours qui ont suivi, nous avons pris la décision de ne pas forcer les choses, de ne pas faire semblant, mais d'essayer, non par culpabilité, non par peur, mais parce que, sous tout cela, il y avait encore quelque chose de réel, encore quelque chose qui valait la peine d'être reconstruit. Nous sommes allés en thérapie ensemble. Nous avons recommencé à prendre le petit déjeuner le week-end. Rien d'extraordinaire, juste des œufs et du pain grillé et nous asseoir dans le même espace sans avoir besoin de combler le silence. Nous avons laissé les choses être maladroites. Nous avons laissé les choses être honnêtes et lentement, ça s'est amélioré. Pas parfait, mais meilleur. Claire a rangé la chambre d'amis. Elle a décroché les photos, a rangé le passé avec soin et a remplacé le mur par une peinture qu'elle avait faite elle-même. Quelque chose d'abstrait,
des bleus doux et des gris avec une ligne dorée qui la traversait comme une cicatrice. Belle et un peu triste. Je lui ai demandé ce que cela signifiait.